Et de la menace d'un shutdown à Washington au plan de paix controversé de Donald Trump pour Gaza, en passant par le durcissement des sanctions américaines contre la Chine, l'actualité montre combien l'économie et la géopolitique s'entrecroisent. Les chiffres contrastés de l'industrie manufacturière chinoise, la fragile embellie de la zone euro et le constat sévère de Nicolas Dufour sur la dépendance européenne soulignent de leur côté que la bataille se joue autant dans les usines et les marchés que dans les chancelleries. À l'approche d'une fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, l'économie se retrouve au centre des inquiétudes. Si aucun accord n'est trouvé, des centaines de milliers de fonctionnaires seront placés en congé forcé, voire licenciés selon les menaces de Donald Trump. L'impact économique pourrait être bien plus sévère que lors des blocages passés. En août, seuls 22 000 emplois ont été créés, tandis que le chômage est monté à 4,3%. Dans ce contexte déjà fragile, le retrait soudain de la masse salariale publique affaiblirait encore la consommation qui représente, je vous le rappelle, près de 70% du PIB outre-Atlantique. Chaque semaine de shutdown amputerait par ailleurs la croissance de 0,2 points, soit environ 7 milliards de dollars de pertes. Mais au-delà de l'effet direct, une fermeture prolongée bloquerait la publication de données clés. Sans Bureau of Labor Statistics, pas de rapport sur l'emploi ni de statistiques sur l'inflation. Investisseurs, entreprises et même la Réserve fédérale seraient alors contraints de prendre des décisions stratégiques sans visibilité, ce qui augmenterait la volatilité des marchés financiers. Pour l'instant, Wall Street reste étonnamment calme, mais l'or progresse déjà, reflet d'une nervosité croissante. Si la paralysie se prolonge, les pertes de croissance pourraient dépasser celles du shutdown de 2018-2019 qui avait coûté alors 11 milliards de dollars, dont 3 milliards jamais récupérés selon le CBO. En somme, ce qui n'était autrefois qu'un incident budgétaire temporaire menace cette fois de devenir un choc structurel. Dans une économie ralentie et encore sous tensions inflationnistes, un shutdown prolongé pourrait alors fragiliser durablement la reprise américaine. En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a récemment annoncé sa volonté de réduire la taxation du travail, une mesure destinée à soutenir le pouvoir d'achat des salariés et à envoyer un signal politique fort aux partenaires sociaux. Certaines contributions comme la CSG pourraient être allégées, tandis que le gouvernement maintiendrait une maîtrise stricte des dépenses publiques évaluée à au moins 6 milliards d'euros. Parallèlement, le Premier ministre français a écarté le rétablissement de l'ISF et toute nouvelle taxe sur les hauts patrimoines, cherchant ainsi à équilibrer justice sociale, soutien à la croissance et ligne rouge politique. Cette initiative intervient, je le rappelle, dans un contexte parlementaire particulièrement délicat. Le projet de loi de finances 2026 sera présenté avant le 7 octobre et examiné par les députés qui disposent de 70 jours pour en débattre. Face aux tensions entre syndicats, partis politiques et exigences budgétaires, le gouvernement pourrait alors recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le texte. Ainsi, chaque décision fiscale devient un enjeu stratégique visant à ménager le soutien du Parti socialiste tout en rassurant le patronat et les électeurs sur la rigueur budgétaire. Au final, la politique fiscale de Lecornu combine allègement de la pression sur le travail, discipline budgétaire et arbitrage politique délicat. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si ces mesures pourront stimuler l'économie française tout en obtenant le consensus nécessaire pour sécuriser l'adoption du budget et maintenir la stabilité politique de l'exécutif. Donald Trump a présenté hier un plan de paix en 20 points censé mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. Ambitieux sur le papier, il suscite déjà autant d'attentes que de doutes. Au cœur du projet figure l'arrêt immédiat des combats. Le Hamas devrait alors libérer rapidement tous les otages encore détenus. En échange, Israël réduirait ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Mais un détail majeur interroge, le plan ne fixe pas de calendrier précis pour un éventuel retrait de Tsahal, ce qui fragilise la portée de l'engagement. Mais au-delà du cessez-le-feu, Donald Trump propose une démilitarisation complète de la bande de Gaza afin d'empêcher toute reprise des hostilités. La reconstruction de l'enclave serait alors confiée à la communauté internationale qui superviserait également une administration provisoire composée de technocrates indépendants. Pour piloter l'ensemble, le président américain souhaite instaurer un conseil de la paix qu'il présiderait lui-même avec à ses côtés Tony Blair
Blair, ex-premier ministre britannique. Ces dispositions sont perçues comme un compromis fragile. Beaucoup d'analystes estiment en effet qu'Israël bénéficie d'un texte peu contraignant, tandis que le Hamas, affaibli mais toujours présent, n'a pas été directement associé aux négociations. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs apporté son soutien tout en avertissant que si le Hamas refusait, l'armée terminerait, je le cite, le travail. Du côté palestinien, l'autorité palestinienne a salué les efforts déterminés de Donald Trump, voyant dans cette initiative une possible ouverture diplomatique. Plusieurs pays arabes et européens ont aussi exprimé un soutien prudent, insistant toutefois sur le respect du droit international. Mais sur le terrain, à Gaza, la réception est bien plus froide. Après des mois de bombardements et de privations, beaucoup d'habitants doutent qu'un plan élaboré à Washington change réellement leur quotidien. En définitive, le projet de Donald Trump ouvre une fenêtre de négociation inédite depuis le début du conflit, mais il repose sur des bases fragiles, sans garantie précise, ni mécanisme de contrôle clair. Tout dépendra de deux inconnus majeurs, la décision du Hamas d'accepter ou non et la volonté d'Israël de traduire ses engagements en actes. Entre espoir et scepticisme, ce plan ressemble donc moins à une paix définitive qu'à une trêve conditionnelle. Hier, l'administration Trump a annoncé que les filiales des entreprises figurant sur la liste noire du département du commerce américain seraient désormais soumises aux mêmes restrictions commerciales. Concrètement, si une société chinoise, par exemple, inscrite sur la liste possède une participation majoritaire dans une autre entreprise, cette dernière sera également concernée. L'objectif est d'éviter que les sociétés contournent les sanctions en créant des filiales à l'étranger. Cette mesure prend d'autant plus d'importance que de nombreuses entreprises chinoises travaillaient via des joint ventures avec des partenaires étrangers. Jusqu'ici, ces montages permettaient d'accéder à des technologies américaines tout en échappant partiellement aux restrictions. La nouvelle règle rend ces stratégies désormais inefficaces. Toutes les filiales ou joint ventures contrôlées majoritairement par une société sur la liste noire seront désormais soumises aux mêmes limitations. Pour les entreprises américaines et internationales, cette décision a des conséquences concrètes. Elles devront désormais vérifier que leurs partenaires respectent la règle, sinon elles risquent des sanctions, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et des perturbations potentielles des chaînes d'approvisionnement. Les secteurs technologiques, notamment les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, sont particulièrement exposés. Des licences temporaires de 60 jours seront accordées pour faciliter la transition, mais elles ne suppriment pas les risques commerciaux et opérationnels. En résumé, cette extension de la liste noire illustre la complexité des relations économiques sino-américaines. Elle rappelle aux entreprises et aux investisseurs que comprendre les règles, anticiper les impacts sur les chaînes d'approvisionnement et agir avec prudence est indispensable dans un environnement technologique et commercial de plus en plus tendu. L'activité manufacturière chinoise a montré en septembre des signes d'amélioration sans pour autant sortir de la zone de contraction. L'indice officiel PMI s'est établi à 49,8 points, au-dessus des attentes modélisées à 49,6 points et à son plus haut niveau depuis mars dernier. Ce chiffre, toujours en dessous du seuil de 50, illustre la fragilité d'une reprise freinée par une demande intérieure atone et les tensions commerciales avec Washington. Le sous-indice de la production a progressé à 51,9 points, son plus haut niveau en 6 mois, soutenu par la fabrication d'équipements, de technologies de pointe et de biens de consommation. Les nouvelles commandes à 49,7 points traduisent une amélioration partielle, tandis que les stocks se réduisent plus lentement, mesurés à 48,5 points. En parallèle de cet indice, l'indice privé Rating Dog a surpris en affichant 51,2 points, son meilleur score depuis mai, suggérant ainsi une dynamique plus solide pour les entreprises exportatrices. Ce contraste entre enquête officielle et privée n'est pas nouveau. Les sondages KX1 et S&P Global avaient déjà montré une image plus favorable des industriels tournés vers l'export. Ils reflètent également le double visage de l'économie chinoise, un secteur manufacturier résilient à l'international mais miné par la faiblesse de la consommation domestique. Les ventes au détail reculent pour le 3e mois consécutif et l'inflation reste négative, alimentant les inquiétudes sur une possible déflation. Malgré ce contexte, Pékin affiche des résultats encourageants. Les bénéfices industriels ont progressé à 2 chiffres en août et la croissance du PIB au premier semestre a été mesurée à 5,3%, ce qui laisse espérer que l'objectif annuel de 5% est un objectif
atteignable. Les marchés attendent désormais la réunion d'octobre au Politburo qui devrait préciser l'ampleur des mesures de soutien. Sur le plan géopolitique, la hausse des droits de douane américains pèse toujours sur les exportations chinoises. Pékin tente d'éviter une spirale de surproduction et de guerre de prix qui fragiliserait ses industries stratégiques. Pour les investisseurs, la Chine reste donc en équilibre précaire, assez robuste pour défier les prévisions de crise, mais confrontée à des vents contraires structurels. Les entreprises de la zone euro affichent en septembre un léger regain de confiance à la suite de l'accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. Celui-ci, je vous le rappelle, limite à 15% les droits de douane sur la plupart des exportations européennes, dont les produits pharmaceutiques. Ainsi, l'indicateur de sentiment économique de la Commission européenne est passé de 95,3 points en août à 95,5 points. Et même s'il demeure en dessous de sa moyenne de long terme, la tendance est dans la bonne direction. De plus, cette embellie touche particulièrement l'industrie et les services, secteurs les plus exposés aux tensions commerciales. En parallèle, l'indicateur PMI a atteint son plus haut niveau en 16 mois, tandis que la Banque centrale européenne a observé une reprise des prêts bancaires aux entreprises, un signe positif pour le financement de l'économie réelle. Cependant, la croissance reste fragile. Après un net ralentissement au deuxième trimestre, la BCE prévoit une stagnation cet automne avant un léger rebond en fin d'année. En effet, selon les experts, il est possible que la progression du PIB ne soit que de 0,2%, légèrement supérieure aux prévisions de Francfort. Toutefois, l'incertitude persiste. Donald Trump a récemment annoncé de nouveaux tarifs visant les poids lourds et le mobilier. Par conséquent, selon l'OCDE, la croissance de la zone euro devrait plafonner à 1% en 2026, confirmant alors une reprise plus que modeste. L'Europe s'enlise dans une léthargie économique suicidaire. Nicolas Dufour, patron de BPI France, n'a pas mâché ses mots. Le vieux continent est doublement colonisé. Colonisé industriellement par la Chine et colonisé numériquement par les États-Unis. L'image est brutale, mais elle dit tout. L'Europe se fait dévorer à la fois par les usines de Shenzhen et les algorithmes de la Silicon Valley. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon PitchBook, au premier semestre 2025, les entreprises américaines soutenues par le capital risque ont levé près de 4 fois plus de fonds que leurs homologues européennes. Quand les États-Unis arrosent leurs pépites technologiques à coups de milliards, l'Europe, elle, se contente d'arroser son vin, son immobilier et son tourisme. Résultat, les startups locales asphyxient. L'exemple de Candela, champion français du quantique, est révélateur. Malgré une puce révolutionnaire, l'entreprise a dû se contenter de 61,8 millions d'euros levés, quand les géants américains lèvent en quelques semaines des tours de table à 9 chiffres. L'Europe n'est pourtant pas pauvre. Son épargne privée atteint des sommets. Plus de 14 000 milliards d'euros dorment dans les bilans des ménages, souvent investis dans la pierre ou dans des fonds américains. Même les family office et gestionnaires d'actifs censés incarner l'audace préfèrent parier sur la Silicon Valley plutôt que sur Paris ou Berlin. Et face à cela, l'État tente de colmater les brèches. BPI France gère près de 100 milliards d'euros d'actifs, mais reconnaît son impuissance à inverser la tendance seule. Pendant ce temps, la Suède fait figure d'exception, levant déjà 2 milliards de dollars via des IPO depuis janvier, preuve qu'une culture du risque peut exister en Europe. Mais ailleurs, c'est l'apathie. Si le continent ne réarme pas son capital pour ses propres intérêts, il restera un musée prospère, mais sous tutelle, visité par des touristes chinois, gouverné par des algorithmes américains. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et ce matin, c'est l'inflation en France qui était scrutée de très près en Europe. L'inflation en France, la première estimation de l'inflation en France pour le mois de septembre est ressortie à moins 1%, alors que le consensus avait modélisé un repli de 0,9%. C'est en données mensuelles. Si l'on raisonne en données annuelles, en glissement annuel, l'inflation ressort à 1,2% contre 1,3% modélisé auparavant et 0,9% calculé en août. Enfin, si on raisonne harmonisé, c'est-à-dire l'inflation harmonisée pour pouvoir effectuer des comparaisons qui ont du sens avec les autres pays de l'Europe, elle ressort en baisse de moins 1,1% alors qu'elle était calculée à plus 0,5% en août dernier. Sinon, concernant le reste de la journée, on sera attentif à l'évolution du marché du travail en Allemagne. L'Allemagne, le marché du travail qui est dans une situation historique puisque l'Allemagne compte plus de 3 millions de chômeurs, ce qui est une première. Et puis le reste de la séance sera rythmé par des statistiques américaines, notamment la confiance des consommateurs, le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi
Et à 17h heure française, on sera attentif à un discours de Donald Trump, puisque je vous le rappelle que ce soir, eh bien, si démocrates et républicains n'ont pas trouvé de compromis, les États-Unis, comme c'est souvent le cas, entreront en période de paralysie administrative. Regardons désormais ce qu'il s'est passé, sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont terminé en légère hausse, soutenue par les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, et ce malgré le risque imminent d'un shutdown aux États-Unis. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,13% à 7880 points, le DAX 0,15% et le FTSE 0,16%. L'Eurostock 50 a lui gagné 0,3%. À New York, la séance est restée calme, les investisseurs attendant plusieurs indicateurs sur l'emploi cette semaine et le rapport mensuel du ministère du Travail vendredi. Le risque budgétaire actuel ne comporte pour le moment pas de menace de défaut de paiement, ce qui limite l'impact sur les marchés selon plusieurs analystes. Le Dow Jones, dans ce contexte, a gagné 0,15%, le Nasdaq 0,48% et le S&P 500 s'est adjugé 0,26%. Enfin, sur les marchés pétroliers, les prix ont fortement reculé hier, pénalisés par des mouvements techniques et la perspective d'une hausse de la production des pays de l'OPEP+. Après avoir atteint un plus haut de 2 mois, les prix reviennent vers leurs fondamentaux, marquant un recul après des achats massifs de fonds et des tensions géopolitiques entre Moscou et Kiev. Selon les analystes, le marché anticipe un relèvement du quota de production de 137 000 barils par jour lors de la prochaine réunion de l'OPEP+, ce qui renforcerait inévitablement l'offre mondiale. Par ailleurs, la saison d'entretien des raffineries en Amérique du Nord et en Europe réduit la demande de brut, accentuant la pression à la baisse sur les cours. Ce double effet, hausse de l'offre et demande limitée, explique le retour de la tendance baissière sur le marché pétrolier. Et donc, dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a reculé de 3,08% à 67,97 $. L'équivalent américain du Brent, le WTI, pour livraison de même mois, a lui perdu 3,45% pour clôturer à 63,45 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 30 septembre 2025. Et dans un instant, nous retrouverons les Market Movers de Guillaume Lydie. À tout de suite sur Téléfinance.